Bienvenue sur la toile pour la seconde partie de cette émission consacrée aux grosses bêtes qui ne vous veulent pas que du bien. On avait commencé avec un film ricain, Bad Moon, mis en scène par le vétéran multitâche Eric Red, et on avait parlé également de Where, cette bonne surprise réalisée par William Brembell, d'ordinaire moins percutant. Deux vraies bonnes péloches, donc, dans un genre à part entière, le film de loup-garou, et si vous êtes comme moi amateur de ce genre de friandises, vous serez content d'apprendre qu'on a encore deux films vraiment chouettes sur lesquels s'attarder, une série B anglaise et une petite coproduction américano-mexicaine, on en parle tout de suite. On a commencé en 95 avec Bad Moon, puis Where en 2013. On reste donc dans le sillage de l'émission précédente avec un autre film que vous ne connaissez peut-être pas, et là on se tourne du côté de l'Angleterre avec cette modeste série B, Howl, qu'on doit au réalisateur Paul Hayet. C'est qui celui-là? Paul Hayet, c'est quelqu'un que personnellement j'ai découvert avec son premier film, The Seasoning House, un premier effort plutôt efficace, assez glauque qui se déroulait dans les Balkans, au générique de ce film assez brutal, très réaliste. On trouvait d'ailleurs un habitué des films d'horreur, une grande gueule du cinéma bis, Sean Pertwee, toujours excellent, qu'on retrouve également au casting du film qui nous intéresse aujourd'hui, et qui, pour la petite histoire, s'était déjà frotté au loup-garou dans Dog Soldiers. Paul Hayet, donc, c'est quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière dans les effets de maquillage, qui a bossé sur toute la nouvelle vague anglaise horrifique des années 2000, donc The Descent, Doomsday, Hidden Lake, The Children, Attack the Block, mais aussi des films d'époque comme L'Aigle de la 9e Légion ou Le Sang des Templiers, donc le bonhomme, il a un CV bien rempli, il connaît son boulot et il tâte à l'occasion de la réalisation. 4 fois en tout, The Seasoning House donc en 2012, et 2 films en 2018, The Convent et Peripheral. Et en 2015, sans doute son meilleur film, Howl, un film de loup-garou. Alors au niveau de l'histoire, on n'a pas été chercher très loin, et c'est d'ailleurs peut-être là l'un des menus défauts de ce film. Un train de banlieue anglaise se retrouve immobilisé sur les voies, en pleine cambrousse, de nuit, au milieu de la forêt, panne totale, impossibilité de réparer ou de contacter personne, et pour couronner le tout, le train est arrêté en plein territoire de loups-garous, qui vont se mettre à attaquer les voyageurs, qui vont devoir s'organiser pour résister à ces créatures particulièrement voraces. Voilà, c'est tout, rien de plus. En ça, c'est peut-être sans doute le film le moins ambitieux de cette petite sélection. On voit clairement que c'est le film d'un adepte des effets spéciaux de maquillage. Pour lui, tout ce qui compte, ce sont ces créatures, dont il est visiblement très fier. Ça se sent dans les making-of présents sur le Blu-ray américain du film. Alors oui, ces monstres sont très bien, vraiment efficaces, un vrai chaînon manquant entre l'homme et l'animal. En revanche, le film est très anglais, en ce sens qu'il jongle en permanence entre le côté violent et très premier degré de la situation, et quelques scènes ou comportements un peu autres, typiques du cinéma british. Alors je pourrais prouver tous les défauts du monde à ce film. En premier lieu, ce scénar sans aucune surprise. Je veux dire, je vois même pas ce que je pourrais spoiler en dehors de l'ordre dans lequel les gens se font bouffer, sinon c'est vraiment très classique. Il n'y a même pas une volonté derrière de surprendre à un moment, d'essayer d'expliquer pourquoi ces loups-garous. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? On essaye pas plus de faire repartir le récit avec un pseudo-twist à un moment, non. Rien de tout ça, ce sont des péripéties prévisibles, qui s'enchaînent sans temps mort, avec tout ce que vous pouvez attendre de rebondissements dans ce film de ce genre. L'arriviste prêt à sacrifier tout le monde pour sauver sa peau, la personne qui se fait mordre et qui va se transformer à un moment, le couard qui va révéler son courage dans l'adversité, un discours de motivation bien fédérateur, au moment où tout le monde semble baisser les bras. Il y a même une scène de course-poursuite dans la forêt, totalement sous influence, avec cette musique qui ressemble beaucoup à celle de 28 jours plus tard. Enfin bref, on prend la recette, on fout tout dans le shaker, on mélange, servir frais. Après, on essaye bien d'y glisser une dimension sociale, dans cette Angleterre des quartiers populaires, et on va du coup suivre le récit à travers les yeux, non pas d'un chien, mais d'un contrôleur de la société de transport, un personnage timoré, la risée de tous, collègues, voyageurs, qui ose à peine demander à sa collègue d'aller boire un verre. C'est lui qui va nous guider dans ce récit plein de clichés et de lieux communs, avec parfois un côté parodie involontaire, ou volontaire, on sait pas trop. Il y a quelques séquences à la limite du grand guignol, avec ses passagers par exemple, qui se mettent tous à tabasser un des monstres tombés au sol, et ce gros plan très gore, comme tout le film d'ailleurs, sur un pied de biche enfoncé dans un œil. Cette scène assez gênante aussi de la vieille qui se transforme en loup-garou, assez mal pensée, l'actrice, elle est géniale depuis le début du film. Elle fait tout ce qu'elle peut, elle a un visage assez inquiétant, mais faut le dire une fois pour toutes, maquiller grossièrement quelqu'un et lui demander de faire le monstre devant la caméra, ça marche jamais. Si je me mets des lentilles de monstre et que je fais ça, j'ai juste l'air d'un con, faut se l'avouer. Au final, dans ce type de film, faut bien reconnaître que Attack the Block, sur lequel a bossé Paul Hayet d'ailleurs, est plus réussi. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, la magie opère et le film fonctionne, il y a tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un pitch comme ça, et justement, il y a tout ce que vous êtes en droit d'attendre de ce genre de film. Donc pour les amateurs, c'est plutôt une bonne surprise, que cette petite péloche sans prétention, qui nous offre d'un côté
des monstres impressionnants, bien féroces, avec des femelles et des mâles très identifiés, un vrai comportement de meute, et puis de l'autre, de la chair à pâté, des passagers qui sont quand même plutôt bien croqués, sans jeu de mots, un couple de retraités, la teenage girl avec un casque sur les oreilles et son portable à la main, le mec qui sort de la city. C'est un film certes imparfait, mais très attachant. On sent derrière le projet une certaine modestie, l'envie de donner au spectateur exactement ce qu'il est venu chercher. Alors, on peut toujours imaginer ce qu'une telle histoire aurait pu donner dans les mains d'un réalisateur avec un peu plus de bouteilles, comme David Slade aujourd'hui, ou un John Carpenter, à la grande époque, puisqu'il s'agit d'un huis clos et de protagonistes qui vont s'organiser pour survivre. Mais en l'état, c'est quand même un agréable moment qu'on passe devant Howl, une petite heure 30 au compteur, et un récit réduit à l'essentiel, de très bons effets spéciaux, une belle ambiance, de beaux moments de cruauté quand même. Voilà, rien de plus à en dire. Si ça vous branche de prendre un ticket pour cette allée sans retour, sachez que le film est disponible en Blu-ray anglais et américain. Je l'ai en ricain pour ma part, mais c'est en zone A, bloqué. C'est juste qu'il y avait les sous-titres anglais dessus et que ça m'arrangeait, parce que l'accent roast beef, des fois, c'est un peu hardcore. Il y a un Blu-ray anglais aussi, toute zone, mais sans sous-titres. Là, faut quand même s'accrocher. Vous pouvez peut-être aussi le trouver sur certains sites de streaming. Là, je sais pas trop. Pas d'édition française pour le moment. Le dernier titre de cette modeste sélection, c'est Late Phases, un film de 2014 que vous pouvez trouver sous tout un tas de titres. Night of the Wolf, Night of the Lone Wolf et Late Phases. C'est un titre qui, de prime abord, nous offre un postulat beaucoup plus sérieux. L'histoire est assez originale, j'avais pas trop l'impression d'avoir déjà vu ça, et c'est ce qui m'a poussé à acheter ce film les yeux fermés, sachant qu'il y avait au générique quelques acteurs que j'aime vraiment, dont Nick D'Amici, vu dans tous les films de Jim Mickle, notamment, et Ethan Embry, un acteur de série B que je trouve tout bonnement génial, incroyable dans Cheap Thrills, et monumental dans un film totalement inconnu de par chez nous, The Devil's Candy. On sera forcément amené à reparler de lui dans une prochaine émission. L'histoire de Late Phases, un vétéran de l'armée s'installe dans une petite communauté de retraités. Particularité, il est aveugle, et une nuit, alors qu'il est tranquillement installé chez lui, la voisine d'à côté se fait violemment massacrer par un animal sauvage. Très vite, il se rend compte que c'est pas une créature ordinaire qui sévit dans le coin et qu'il n'était pas censé être témoin de ses agissements. Il sait alors qu'il a jusqu'à la prochaine pleine lune pour se préparer au retour de cette bête sauvage qui ne va pas manquer de passer lui rendre visite. Avouez que ça donne envie d'y jeter un œil. Late Phases, c'est une coproduction américano-mexicaine portée par un réalisateur espagnol, Adrián García Boliano, spécialisé dans les films d'horreur, ce qui lui aura valu de figurer au générique en 2012 de l'anthologie horrifique The ABCs of Death. Clairement, on n'est pas sur du gros budget, loin de là, et les limitations financières du projet se voient parfois, et surtout, malheureusement, au niveau des créatures en elles-mêmes. Mais le début du film rassure tout de suite sur l'esthétique du récit et le soin apporté au traitement de ces personnages. Les dialogues en particulier sonnent vrais, les rapports entre le fils et le père, tout autant. On a vraiment le sentiment que le personnage principal de cette histoire est aveugle, avec tous les problèmes que ça peut lui causer. La première attaque du loup est vraiment bien, elle intervient assez rapidement, et je la trouve particulièrement bien pensée, avec cette femme qui se fait agresser, et ce voisin qui peut rien faire pour lui venir en aide, ce mur qui se fracture sous les coups, c'est vraiment efficace. Après, je dois avouer que la suite du film m'avait un peu déçu à la première vision, tout le reste est à l'avenant, les acteurs sont excellents, il y a quand même Tom Noonan, également au générique, mais il y a ce côté un peu enquête qui constitue l'essentiel du deuxième acte, et que je trouve un peu pâteau, toute cette ambiance de suspicion, qui est de mèche, qui est le coupable, on a l'impression que le film s'enlise un peu avant de rebondir sur un troisième acte, au contraire extrêmement rythmé et généreux, peut-être même un peu trop généreux au vu de l'enveloppe allouée au budget. Parmi les producteurs, on trouve le nom de Larry Fessenden, et moi Fessenden, j'aime pas trop, il a plein de casquettes, il a joué dans plus de 100 films, produit plus de 80 projets, réalisé plus de 10 longs métrages, mais je trouve que c'est un peu des fois l'homme des promesses non tenues. Sa meilleure réalisation par exemple, ça reste pour moi un épisode de la série Fear Itself, Skin and Bones sur le Wendigo, qui était vraiment impressionnant, mais souvent son nom en tant que producteur au générique, c'est pas trop bon signe. Je me souviens encore d'un film que j'avais attendu avec impatience, Hypothermia, avec Michael Rooker, qui était juste indécent de nullité, avec cette créature, la pire que j'ai jamais vue dans un film, un mec en costume de plongeur. Faut le voir pour le croire, je veux bien qu'on ait pas de budget, mais... ou non, en fait, ce film, faut pas le voir. Du coup, on retrouve un petit peu la patte Fessenden sur ce projet, avec cette envie de monter un film sur une idée brillante, sans avoir parfois les moyens de ses ambitions. Donc faut le savoir avant de plonger tête baissée dans Late Phases, que j'ai du coup beaucoup plus apprécié à la seconde vision, une fois que je savais vraiment sur quoi s'appuyait le film. Parce que le manque de budget et des effets faits avec les moyens du bord, ça peut parfois donner un côté un peu amateuriste à l'ensemble et donner au projet un côté décalé, voire humoristique, dans ce cas-là tout à fait involontaire. Alors c'est l'atelier Robert Kurtzman qui s'est chargé du design des créatures, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec ce qui nous était promis par l'affiche du film. L'affiche du film c'est ça, avec cette tête de loup rouge sang qui ressemble vraiment à un loup, gueule béante, on est en droit d'attendre une créature de fou et on se retrouve avec ça.
soit une créature qui tient plutôt du Gremlins, et encore là, vous avez un gros plan sur son visage, et je trouve aujourd'hui au final que ces effets de maquillage tiennent plutôt bien la route, mais il faut savoir que Adrian Boliano prend un malin plaisir à filmer ses créatures régulièrement en pied, hein, et là ça fait vraiment costume porté par un acteur. Du coup, je pense que ces effets qui sont à la base plutôt réussis sont un peu desservis par la mise en scène du réalisateur qui maîtrise assez mal l'art de la suggestion et qui préfère filmer ses monstres le plus possible et bien éclairé de préférence. On va pas lui reprocher sa générosité et cette envie d'en donner pour son argent au spectateur, hein, mais il y avait sans doute moyen de faire beaucoup mieux en termes de réalisation pure. Je vous dis tout ça parce que c'est un film que je défends au final, hein, et que j'apprécie sincèrement, mais je pense aussi qu'un autre réalisateur plus chevronné aurait pu mieux faire avec le même budget et les mêmes effets. Il y a qu'à voir ce que Victor Salva est capable de faire avec 3 francs 6 sous et un acteur sous un chapeau dans Jeepers Creepers. Donc, à condition de savoir à quoi s'attendre et de ne pas fantasmer un grand film de loup-garou, Light Phases, c'est un film très sympa. Les acteurs sont tous, comme à leur habitude, excellents, et on a droit quand même à notre règlement de compte final entre un ex-militaire aveugle qui a piégé toute sa maison et qui va entreprendre de dessouder à lui seul une meute de loups-garous, en mode Rambo, dans le dernier film de la saga, et ça, franchement, c'est quelque chose que j'avais envie de voir. Si vous avez vous aussi envie de voir ce film, c'est en Blu-ray américain, bloqué en Zona, avec anglais seulement en sous-titres, mais aussi en Blu-ray anglais, VO sous-titré anglais, donc à condition de parler la langue, ça se trouve un peu partout sur le net, et sinon peut-être sur certains sites de streaming, ça je vous laisse voir. Voilà, on a fait le tour de ces 4 films un peu obscurs, mais méritants, qui essayent tous à leur niveau de réinventer un peu le mythe du loup-garou, et qui vous permettront au moins de passer de bonnes soirées pizza-bière. Ils n'ont pas fini sur le podium, mais on pense à eux. Alors il y a d'abord les films trop connus, hein, que de toute façon vous avez déjà vus. Cursed de Wes Craven, beaucoup moins nul que sa réputation pourrait le laisser penser, à voir en version unrated de préférence. Wolf de Mike Nichols, un film que j'aime de plus en plus à chaque vision. Jack Nicholson était né pour jouer ce rôle. Michel Pfeiffer est magnifique, j'aime beaucoup ce film qui est vraiment dans la lignée des films de loup-garou des années 50. The Wolfman avec Benicio del Toro que je trouve également vraiment bon. Emily Blunt, Anthony Hopkins, Joe Johnston à la réalisation. Qu'est-ce qui pourrait ne pas plaire dans ce film? La série des Underworld dont je suis très fan, surtout le 2e volet. Les loups-garous ils sont pour le coup vraiment impressionnants. Et il y a quelques scènes d'anthologie avec cet énorme loup albinos. Ça, ce sont les films qui ont connu leur petit succès. Sinon, il y a tout un tas de petites péloches qui sont sorties le plus souvent en toute discrétion et qui ont fini soit sur les grilles des services de vidéo à la demande, soit incognito sur les étagères des boutiques de revente de produits d'occasion. Alors, en vrac, on parle de Lobos de Argua, une tentative espagnole de refaire Shaun of the Dead à la sauce lycanthrope. Moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de mélange, on n'est pas là pour rigoler, mais ça a plu à certains de mes amis. Sinon, il y a Wolves, avec le loup-garou en chef Jason Momoa. J'avais trouvé ça sympa, mais c'était quand même un peu trop marketé pour les jeunes, mais les effets de maquillage étaient plutôt réussis. Sinon, dans un registre complètement déjanté, on a le Big Bad Wolf, sorti en Blu-ray sous le titre L'Ordre du Loup, avec ce loup-garou qui parle, qui fait des blagues avant de dévorer les gens, qui saute sur tout ce qui bouge. C'est complètement con, ultra gore, mais c'est une barre de rire assurée, hein, dispo dans toutes les boutiques d'occasion pour 3 balles, ne vous privez pas. Dans un autre registre, le Skinwalkers de James Isaac est vraiment chouette. C'est un film que personne n'aime, mais que je trouve vraiment sympa. Dommage de n'avoir jamais pu voir la version uncut de ce film qui n'existe pas sur support et qui ajoute quand même 20 minutes d'image au montage disponible un peu partout. Le Werewolf de Louis Morneau, les connaisseurs apprécieront, est une petite série B très bien troussée, comme tout ce que fait le bonhomme, hein. C'est pas un très grand film, mais plutôt une petite production, un film d'époque en costume plutôt bien foutu. Nightwolf, 13 Hours en VO, c'était une tentative plutôt sympa d'apporter sa petite pierre à l'édifice, ça fait à peine 1h20, hein. Il y a Tom Felton, le Draco Malfoy d'Harry Potter au générique. Moi j'aime bien. Never Cry Werewolf, mon voisin de loup-garou chez nous, c'est un petit téléfilm avec Nina Dobrev, avant qu'elle ne se mette à préférer les vampires dans la série The Vampire Diaries, avec Kevin Sorbo, Hercule lui-même en chasseur de loup-garou. C'est un de mes favoris de cette petite liste, hein. C'est un film qui se prend pas la tête, une petite copie de Vampire vous avez dit Vampire, plutôt marrante. Et enfin, le très délicat Blood and Chocolate, le goût du sang, une variation plutôt poétique du mythe, avec Agnès Bruckner, Olivier Martinez et Hugh Dancy, le Will Graham de la série télé Hannibal. C'est un film qui m'a séduit tout à fait progressivement, rien à voir avec les déferlements gore des autres nominés, mais c'est un petit film que je trouve plutôt réussi. Mention spéciale à l'une de mes plus belles Madeleines de Proust, hein, j'en avais déjà parlé dans une émission sur le support, et ça vient tout juste de ressortir en DVD chez nous, Werewolf, La Malédiction du Loup-Garou, une série télé datant de la fin des années 80, une trentaine d'épisodes d'une demi-heure chacun qui viennent d'être réédités dans une édition collector chez Elephant Film avec un livret d'une 50aine de pages. Alors c'est marrant de voir à quel point les gens leur tombent dessus à bras raccourcis en critiquant la qualité somme toute limite de l'image. Mais les gars, y a rien d'autre à se mettre sous la dent, hein. Y a des copies pirates dégueulasses qui circulent, on trouve des épisodes sur YouTube, mais la qualité est abominable, c'est irregardable, et ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu, je suis pas sûr
qu'il y ait des bandes en très bon état de cette série qui soient conservées. Déjà, les producteurs à l'époque précisaient qu'ils avaient voulu laisser un certain grain à l'image, donc ça doit pas aider. Et qui, de toute façon, va aujourd'hui mettre de l'argent sur la table pour sortir une copie HD nettoyée de cette obscure série pour 3 pélos qui vont l'acheter? Moi aussi, j'aimerais que la série soit rééditée en HD, en 4K même, mais j'ai des doutes que ça arrive un jour, donc il faut prendre avec ce qu'on nous offre. Et ils ont quand même fait un beau boulot éditorial, on sent qu'il y a derrière des passionnés, et franchement, on devrait plutôt les remercier d'avoir fait le job. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons refermer cette émission. Je privilégierai un peu ce type de format sur les émissions Cinoche, histoire de pouvoir vous parler d'un maximum de films en concentré. J'aimerais bien aussi arriver à faire des formats un peu plus courts, histoire de pouvoir vous donner des nouvelles un peu plus régulièrement. Ça m'amuse pas trop de devoir parfois vous faire des émissions en 2 parties, comme celle-là, mais j'évite désormais de vous balancer des gros blocs de 40 minutes d'un coup. C'est trop lourd à monter, à préparer pour une seule diffusion. Une émission à chaque fois, c'est beaucoup de boulot. On dirait pas, mais du coup, je vais essayer de rester sur des formats simplifiés. J'espère en tout cas que cette émission vous aura plu, que vous aurez peut-être fait une ou 2 découvertes au passage, et surtout, si vous tentez le coup, vous apprécierez ces films pour ce qu'ils sont, de purs moments de détente, sans prise de tête. Et si vous avez vous-même quelques péloches, obscures, avec des grosses bêtes poilues que vous adorez, et qui seraient passées à travers les mailles du filet, n'hésitez pas non plus à nous en faire part dans les commentaires. Les commentaires, c'est fait pour ça, pour parler cinoche, alors allez-y, exprimez-vous, dites-moi au passage s'il y a des choses que vous n'appréciez pas dans le côté formel des émissions, ou autre, je reste à votre écoute. Et c'est donc tout pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour une émission musique, je pense. Un grand bravo et mille merci à tous ceux qui suivent un peu toutes les émissions de la chaîne, ça part un peu dans tous les sens, je l'avoue, on se retrouve très bientôt donc. En attendant, prenez du bon temps, éclatez-vous, profitez au maximum de ces longues journées d'été, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! Can you make silver bullets? Yeah. Can you do silver shotgun shells?